C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui des étudiants qui ont décidé de réaliser cet exercice. Donc nous avons dans le rôle de Donald Tusk, Maxime Gérard. Nous avons ensuite dans le rôle de Jean-Claude Juncker, Eva Laurencin. Nous avons ensuite dans le rôle d'Angela Merkel, Jade Rousseau, excusez-moi, de l'association J'aime mon débat, l'association Alpes Europe, l'association encore J'aime mon débat. Ensuite dans le rôle d'Emmanuel Macron, nous avons Théo Vacari, encore de l'association J'aime mon débat, qui représentera la France. Nous avons ensuite la représentante, le Premier ministre du Royaume-Uni de l'association Alpes-Mune, Barilla Feida Salem, des jeunes européens, pardon, pas beaucoup d'associations. Nous avons ensuite Samuel Balthazar, qui représentera Donald Trump de l'association J'aime en débat. Nous avons ensuite, dans le rôle du Canada, l'association Alpes-Mune, donc Benabaria Farah. Enfin, nous avons Shinzo Abe, donc représentant du Japon, et pour ce faire, c'est encore l'association Alpes-Mune avec Keisei Signona. Et enfin, donc c'est dans le rôle du Premier ministre italien, les jeunes européens pour Robin Maisonneuve. Donc je vous remercie, ça va se dérouler en deux temps. Tout d'abord la simulation et ensuite des questions que vous pouvez poser au public. Je vous rappelle juste que ce sont tous des étudiants de chaque association. Donc c'est une prospective qui est faite d'une simulation du G7. Donc ce sera des faits que nous espérons avérés. Mais pour ce faire, nous avons un modérateur qui va vous présenter les thématiques et qui va entretenir donc ce G7. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Benoît. Bonjour à tous. Bienvenue à cette 10e édition du Festival de géopolitique de Grenoble. Comme Benoît l'a rappelé, nous sommes que les étudiants Sciences Po Grenoble et de Grenoble École de Management. Aujourd'hui, je vais vous présenter la thématique de cette simulation du G7. Le G7, c'est un groupe de discussion et de partenariat économique de 7 pays considérés comme les plus grandes puissances économiques du monde. Nous avons les États-Unis, l'Italie, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Et le Japon, excusez-moi. Les dirigeants de ces pays se réunissent chaque année lors d'un sommet réunissant les chefs d'État ou de gouvernement, ainsi que les présidents de la Commission et du Conseil européen. Il s'agit alors de poser et de traiter les différentes problématiques d'aujourd'hui et de demain, recouvrant les domaines du développement, de la défense, de la sécurité internationale, des droits de l'homme ou encore d'environnement. Il est également nécessaire de préciser que le G7 n'est pas une administration transnationale, à la différence d'institutions comme les organes du système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, cet événement est un exercice pratique et pédagogique et il se fonde sur un intérêt commun, le nôtre en tant qu'étudiants, qui est celui de comprendre les enjeux internationaux de notre époque. Comme a pu dire M. Pascal Boniface hier, la géopolitique n'est pas réservée et exclusive au 7e arrondissement, mais est bien ouverte et accessible à tous les citoyens. L'exercice du G7 est de montrer que notre monde regorge de questions fondamentales auxquelles les différents chefs d'État doivent répondre. Parfois, comme vous allez pouvoir le voir, certains États peuvent s'accorder sur un problème, mais parfois, certains États peuvent se mettre dans une situation de divergence. Le débat va être vif et animé, j'espère que ça va vous plaire. C'est une simulation pour vous rappeler. Je déclare officiellement que la simulation est ouverte. Dans un premier temps, nous parlerons de la question migratoire, principal enjeu des États européens en ce début du XXIe siècle. Pour des raisons économiques, politiques ou encore climatiques, quelles sont les régions les plus touchées? Les conséquences sont-elles les mêmes à travers le monde? Comment résoudre la crise migratoire européenne? Ces dernières années, les différents États membres de l'Union européenne ont été particulièrement touchés par la crise migratoire. Dans certains pays, cette crise a permis la montée d'une idéologie protectionniste. C'est pourquoi j'aimerais, dans un premier temps de ce débat, donner la parole à l'Union européenne. L'Union européenne, le débat est à vous. Quelles sont vos mesures concernant la crise migratoire? Oui. Alors vous n'êtes pas tous sans savoir que nous subissons depuis 2015 ce que nous appelons communément la crise migratoire. Pourquoi? Entre 2013, 2014 et 2015, l'Union européenne a reçu entre 1,2 et 1,4 million de demandes d'asile par an. En 2017, c'était encore 700 000 demandes d'asile par an. Et en plus de cela, il est compliqué de dire que ces demandes n'émanent pas de personnes qui viennent d'états de guerre. Elles méritent donc une protection internationale, elles ont droit à l'asile dans nos territoires européens. Or, il se trouve que tout notre système de régulation des flux migratoires qui avait été mis en place jusqu'à aujourd'hui s'est révélé complètement insuffisant, inadéquat face à de telles pressions. Alors, je pointe ici le principal problème qui est Dublin 3. Pour rappel, pour vous tous, Dublin 3 implique que le migrant, lorsqu'il arrive dans un pays, fasse sa demande d'asile par le premier pays par lequel il est arrivé.
Or, il se trouve que tous les migrants empruntent les mêmes routes migratoires et arrivent principalement en Italie et en Grèce, qui subissent dès lors toutes les pressions. Pour n'importe quel pays, c'est insoutenable. Ils n'ont pas les moyens d'accueillir de traiter autant de demandes d'asile. Second problème, nous avons tenté de pallier à ce problème en mettant en place en 2015 un plan de relocalisation des réfugiés par les différents États membres par quota, qui n'a pas été respecté. Je salue bien sûr les efforts de l'Allemagne, qui est celle qui a accueilli à ce jour encore le plus de migrants. Mais au-delà de ça, je condamne des États membres qui, en plus de ne pas respecter les quotas, ont décidé de fermer leurs frontières. Je pense ici à la Pologne, la République tchèque, entre autres, et la Hongrie bien sûr. Alors même que je vous rappelle que tous les pays membres de l'Union européenne ont signé et ratifié la Convention de Genève de 1951, qui implique de donner le droit d'asile à toute personne qui se trouve en danger et ne peut retourner dans son pays. Et alors même que tous ont adhéré... Je souhaiterais réagir aux propos tenus par les représentants de l'Union européenne et proposer trois questions, proposer que nous abordions trois solutions à court terme et une solution à long terme pour pallier au problème de l'immigration. Car vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'Italie la première qui subit l'immigration. Nous sommes évidemment, nous allons dans votre sens, nous sommes pour une réforme du système de Dublin 3, mais nous voulons aller plus loin, gérer les problèmes à la source. C'est pour ça que nous proposons la formation de gardes-frontières libyens, mais aussi de création de centres d'accueil au Tchad, ou par exemple au Gabon, ou même en Libye, pour pallier à la crise migratoire actuelle. Il est inacceptable qu'aujourd'hui, ce soit l'Italie, avec toutes les retombées que cela implique, qui doivent subir cette vague migratoire. Et la solution que vous proposez à long terme est très bonne. On est tout à fait d'accord, monsieur le Premier ministre italien. Le seul problème, c'est qu'il s'agit ici d'une forme d'ingérence, premièrement. Donc ça va demander des accords diplomatiques avec les pays à l'intérieur desquels vous voulez poster des gardes frontières, si j'ai bien compris. Et on fait face à un autre problème. On a vu avec les accords de la Turquie que dès lors qu'on ferme un passage de migration, en fait c'est d'autres passages qui vont être empruntés, d'autant plus dangereux. On a bien vu justement que c'était la Libye et que vous en avez subi les conséquences. Donc l'objectif, je ne suis pas sûr que ce soit d'intervenir sur le territoire. On en a discuté, on a conscience que c'est super difficile à gérer en fait pour l'Italie, comme pour la Grèce d'ailleurs, bien que depuis les accords avec la Turquie, c'est plutôt l'Italie qui en pâtit. L'idée, du coup on y avait pensé à l'échelle européenne, mais on pourrait l'appliquer également à l'échelle internationale, ce serait de faire des quotas. Des quotas, il n'est absolument pas question d'intervenir au sein de la souveraineté des États, l'objectif étant simplement que chaque pays propose des spécialistes, notamment des démographes et des économistes, pour essayer d'établir un quota, une proportion de la population migratoire qui pourrait être bénéfique à l'économie du pays. Je prends un exemple qui est très simple, Madame l'Allemagne. Madame Merkel, excusez-moi. Madame Merkel, je prends un exemple très simple. Par exemple, votre taux de fécondité est très faible, si je ne me trompe pas, c'est 1,4. Vous avez besoin de payer la retraite des papy-boomers. Excusez-moi, monsieur Tusk. Vous parlez à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne Alors, cette question des quotas? je peux prendre l'exemple de l'Allemagne, mais je peux également prendre l'exemple du Japon. Pour le renouvellement générationnel et payer les retraites, il y a besoin environ... Parce que vous comptez m'imposer une migration alors que je subis déjà toute la migration mexicaine? Absolument pas, monsieur. L'objectif, c'est simplement de donner un titre indicatif, une prospective, une proposition. C'est absolument pas d'intervenir au sein de votre souveraineté. Ça vous regarde, on est d'accord là-dessus. C'est simplement de proposer, par exemple, démographiquement et économiquement, est-ce que ça pourrait être bénéfique? J'ai pris l'exemple de l'Allemagne. Oui. Je peux également prendre l'exemple du Japon. Oui. Bien sûr, pour cette raison, j'aimerais que l'Allemagne réponde. Voilà. Monsieur Trump, vous n'êtes pas le seul à subir, si je puis dire, l'immigration. L'Allemagne a accueilli en 2 ans 1 million d'immigrés. Donc ce n'est pas pour dire nous sommes plus qu'impliqués justement dans cette cause. 500 000 latino-américains passent la frontière illégalement chaque année. Monsieur Trump, calmez-vous. Réfléchissez. 1 million d'immigrés en 2 ans. Vous vous rendez compte? Pour un pays comme l'Allemagne, nous ne sommes pas les États-Unis au niveau de la superficie. On trouve 20 millions d'habitants mexicains aujourd'hui. On est en train de parler de vraies solutions, s'il vous plaît. Nous soutenons l'idée. L'Allemagne a la parole. L'idée des quotas est une très bonne idée. Nous avons fixé ces quotas à 200 000 immigrés et nous attendons que les autres pays... Mais les quotas faits par qui? Par vos chercheurs de je ne sais pas quel institut encore? Les vôtres aussi, monsieur. Les vôtres aussi, vos démographes, vos sociologues. L'objectif, c'est de voir est-ce que ça peut être bénéfique. Merci, recentrons le débat, s'il vous plaît. L'Allemagne a proposé sa proposition. Le Royaume-Uni, vous êtes sorti de l'Union européenne, quelle est votre position? Je constate que de nombreuses sociétés se divisent et force est de constater qu'il est difficile de construire une société unie lorsque l'immigration est trop élevée et augmente trop vite. Tout à fait. De fait, bien que le Royaume-Uni soit un pays ouvert et tolérant, le message du peuple britannique a été très clair.
Le Brexit doit permettre de contrôler le nombre de migrants qui arrivent au Royaume-Uni. Nous voulons reprendre le contrôle de nos frontières. Nous sommes un État souverain. Ainsi, représentant le peuple britannique, je suis chargé de mettre en œuvre les revendications de mon peuple souverain. Le Brexit est le Brexit. Nous sommes le deuxième pays après l'Allemagne à accueillir le plus d'étrangers en Europe. Ce chiffre ne fait qu'augmenter. Nous voulons que cela cesse. Mon objectif est donc de ramener l'immigration sous la barre des 100 000 personnes par an, contrairement à 300 000 par an aujourd'hui. Par conséquent, je veux un système dans lequel le gouvernement est capable de décider qui vient dans le pays. Je vous remercie de votre compréhension. Merci, l'Union européenne, la parole est à vous. Je tiens simplement à préciser quelque chose, parce que tout à l'heure, M. Juncker a été coupé. On parle ici de réfugiés. On parle de la Convention de Genève dans un cadre international. On ne parle pas de mouvement de population pour des raisons économiques. Le statut de réfugié est défini relativement clairement. C'est une personne qui ne peut plus vivre pour des raisons de sécurité dans son état à l'origine. Et là, lorsque vous parlez de Mexicains, on parle de populations qui ont migré, certes, mais c'est un mouvement pour des raisons économiques. Donc vous voulez en plus m'imposer des réfugiés? Non. En fait, on a bien vu ce qui a pu se passer en France avec les attentats. Les réfugiés sont des terroristes. Votre État se l'est imposé tout seul en ratifiant la Convention de Genève, premièrement, et en plus le terrorisme, on aura l'occasion d'en parler plus tard, c'est plutôt local, en fait. Ce sont nos États qui produisent nos propres terroristes. Merci. J'aimerais donner la parole à la France. La France, partagez-vous la position de votre voisin l'Allemagne et celle du Royaume-Uni? Alors, pas celle du Royaume-Uni, celle de l'Union européenne évidemment. Nous soutenons évidemment la question des quotas. En revanche, sur le point sur lequel nous souhaitons insister, c'est la qualité de l'accueil des migrants. Ce n'est pas uniquement une question de nombre, c'est aussi une question de qualité d'insertion aussi, que ce soit professionnelle, mais on va dire d'insertion dans le pays. Donc nous souhaitons accélérer la question des demandes d'asile, être beaucoup plus rapide, traiter les demandes d'asile en 2 semaines et améliorer vraiment les conditions d'accueil. Nous ne souhaitons pas accueillir 200 000 migrants si c'est pour les recevoir dans de mauvaises conditions. En revanche, nous allons être très fermes sur la question des immigrés illégaux. Nous avons 316 000 migrants illégaux sur le territoire et nous souhaitons être très fermes quant à cette question. Peut-être mettre comme l'Allemagne en place des centres d'expulsion, de reconduite à la frontière et d'être beaucoup plus ferme sur ces questions. L'Allemagne met aussi en plus de cela des aides pour les immigrés qui ne pourraient pas rester justement en Allemagne, comme par exemple des immigrés qui seraient d'accord pour retourner de leur plein gré chez eux. On met en place des primes de 1 200 € par exemple pour les aider à rentrer chez eux et sur place pouvoir payer leur loyer ainsi que payer certains meubles pour qu'ils puissent rentrer dignement chez eux. Je veux rappeler à mes homologues européens que vouloir maîtriser ces frontières, ce n'est pas renier, ce n'est pas remettre en cause la Convention de Genève. Oui, nous avons signé la Convention de Genève et jamais nous reviendrons sur ce principe. De plus, aujourd'hui, nous accueillons des réfugiés politiques, des réfugiés climatiques et nous maintiendrons cet engagement. Mais aujourd'hui, c'est l'immigration en provenance de l'Union européenne qui est la plus importante. Ce sont les ressortissants de l'Union européenne qui sont les plus nombreux. Et nous savons que notre modèle est attractif pour les migrants. Par conséquent, l'immense majorité des migrants sont des migrants économiques qui viennent profiter de notre modèle de santé et travailler dans nos entreprises. C'est pourquoi, pour réduire l'immigration, nous voulons que désormais les immigrés contribuent davantage pour utiliser le système de services de santé publique. En concernant l'immigration européenne, la plus nombreuse, nous voulons mettre enfin fin à la libre circulation des travailleurs après le Brexit. Il s'agit de donner la préférence sur le marché du travail aux travailleurs résidents, mais aussi de restreindre la possibilité pour les Européens de chercher du travail au Royaume-Uni. Donc, je finis. Donc, nous allons faire en sorte que les salariés les moins qualifiés n'obtiendront un permis de séjour que pour une durée maximale de 2 ans, contre 3 à 5 ans pour les personnes hautement qualifiées. Bien sûr, et c'est un choix souverain qu'on respecte absolument. Je me suis peut-être mal exprimé. L'idée n'était pas était de parler uniquement des réfugiés. Et cette idée de quota est assez simple. Je m'adresse au Premier ministre japonais. Vous ne pensez pas, par exemple, qu'avec un taux de fécondité très faible, vous avez besoin d'un solde migratoire qui devienne positif pour pouvoir financer vos retraités, puisque c'est 1,4, il me semble, votre taux de fécondité. Merci. La réponse au Japon. Eh bien, je vous remercie de cette question, d'aborder ce point qui est crucial pour nous et qui semble être crucial à l'échelle internationale aussi, puisque j'ai cru comprendre l'idée de quotas
internationaux sans aucune considération géographique, sans aucune considération de qui a initié, de qui a influencé les conflits qui produisent ces réfugiés. Alors le Japon est strictement opposé à cette mesure, puisque nous estimons que pour répondre à nos problèmes de fécondité, la solution réside dans notre territoire, la solution réside dans un traitement prioritaire de nos citoyens, et le Japon est opposé à l'immigration sur le long terme, à l'intégration de réfugiés ou de migrants dans notre population. Nous tenons à la pureté de notre population, pour le dire ainsi, et pour la question des réfugiés, nous accueillons des réfugiés, certes très peu, mais nous avons d'autres moyens d'en accueillir, qui ne se voient peut-être pas à travers les chiffres, mais par exemple, nous avons un système où nous accordons des visas d'études de quelques années à des personnes qui demandent le statut de réfugié. Ainsi, nous pouvons former ces personnes, former ces étudiants, et elles repartent construire leur vie ailleurs, dans leur pays, dans l'Union européenne, peu importe, pas au Japon, dans de meilleures conditions, avec une bonne formation. Nous sommes opposés à cette idée des quotas internationaux, et nous continuerons de participer à la résolution de la crise migratoire à travers le développement de la stabilité dans ces régions, le développement économique, et à travers ce système, mais nous n'accepterons pas de quotas. Merci. Le Canada, quelle est votre position? J'aimerais juste rappeler la position du Canada concernant cette thématique. Comme vous le savez, le Canada a toujours été une terre d'accueil, et même si nous sommes éloignés de migration, la question de la migration et des réfugiés est une question qui nous touche énormément. Et partout dans le pays, les initiatives se multiplient. C'est vraiment là que le multiculturalisme qui est inscrit dans la Constitution du Canada prend tout son sens. Parce que le Canada pratique l'immigration choisie et vérifie l'identité de ceux qui l'accueillent et détermine aussi leur moment d'arrivée. C'est une migration économique, les migrantes sont qualifiés, diplômés et s'intègrent rapidement à la population. Et en moins de 3 mois, dans le cas de la Syrie, 25 000 réfugiés ont été accueillis, 600 fonctionnaires sont allés les chercher dans des camps réfugiés au Liban, en Turquie ou en Jordanie, et c'est un système de parrainage privé qui pourrait pallier justement à ce problème qui touche particulièrement l'Europe, mais les pays qui ne sont pas touchés en priorité par ce problème pourront toujours aider, et le Canada sera toujours là pour aider les migrants. Merci. L'Union européenne. Petit aparté, je m'adresse ici au Japon. Vous avez accueilli quand même 20 réfugiés en 2017 sur 19 000 demandes. On peut s'accorder pour dire que c'est assez peu, et je pense que vous avez une certaine marge pour faire un effort. Au-delà de ça, j'ai un petit problème, c'est que je remarque quand même de nombreuses réticences face à notre demande d'aide à une échelle internationale et face à notre proposition d'établir des quotas. Mais je pense que vous n'avez pas conscience que le phénomène migratoire que nous connaissons aujourd'hui est tout de même 2 fois moindre que ce que nous allons connaître d'ici 2050 avec ce que l'on appelle, pas encore, mais bientôt, les réfugiés climatiques, qui seront 250 millions, c'est-à-dire un peu plus de 150 fois... Et comme si le réchauffement climatique était une évidence. Écoutez, Monsieur Trump, c'est prouvé, c'est avéré, c'est des chiffres. Vous pouvez à la limite nous dire qu'on ne connaît pas la proportion de l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique en général, en soi, est une évidence. Pour le coup, absolument pas. On nous parle souvent de la banquise de l'Arctique qui fond. On oublie souvent de mentionner la banquise de l'Antarctique qui atteint des records. Bien sûr, mais prenez l'exemple des glaciers de l'Himalaya. Le problème, c'est qu'avec la fonte des glaciers, les fleuves débordent, et les pays qui se situent en aval, comme le Bangladesh, qui sont des pays très plats, souffrent énormément de ce facteur, et les populations migratoires... Mais on a déjà vécu ça il y a des milliers d'années, c'est pas forcément l'humain qui... Sauf que le poids démographique... On trouve également un réchauffement climatique sur Mars. Au-delà de ça, le Japon souhaiterait répondre, sans nécessairement s'attarder à cette question du réchauffement climatique. Certes, nous avons accueilli 20 réfugiés en 2017, nous en sommes d'ailleurs très fiers, mais comme je l'ai dit précédemment, ces 20 réfugiés, ce chiffre n'inclut pas tous les visas d'études, les visas de formation qui ont été accordés. C'est juste qu'on les accueille sous un titre différent du titre de réfugié, mais ce n'est pas pour autant que le Japon ne fait pas d'efforts. Et comme mentionné précédemment également, nous faisons des efforts sur le terrain de ces instabilités, de ces guerres, de ces régions instables, pour développer la notion de sécurité humaine, pour que les personnes dans ces régions ne subissent plus les conflits, pour essayer, au-delà d'accueillir les victimes de ces conflits, pour essayer de faire cesser ces conflits à travers des financements, à travers de l'aide humanitaire. Et nous pensons que, puisque avec notre situation démographique, nous ne pouvons pas accueillir plus de réfugiés que nous le faisons déjà, nous compensons avec une aide monétaire sur place.
Merci. L'Italie, vous êtes le pays central de la Méditerranée. Quelle est votre position face à cette future vague de migration climatique? Je propose une initiative du G7 qui me semble pertinente, c'est de mettre en place une flotte maritime sur la base de l'intervention au large des côtes de la Somalie, en Méditerranée, pour lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine. Je pense qu'elle est pertinente. Pourquoi? Car nous savons tous que les vagues de déstabilisation et les vagues d'immigration, malheureusement, proviennent des mêmes régions, l'Afrique et bien sûr le Moyen-Orient. Merci. Les autres pays européens, vous accordez-vous sur cette importance des vagues migratoires en Europe en provenance de l'Afrique concernant cette question des réfugiés climatiques? Je donne la parole à la France. Oui, nous souhaitons évidemment, nous sommes d'accord avec l'idée de mettre en place des centres d'accueil et des flottes maritimes pour traiter la question des migrants avant leur arrivée sur le territoire. C'est ce qui pour nous est le plus important. Il faut qu'on traite les demandes d'asile avant l'arrivée des migrants sur le sol. Nous ne sommes pas pour une réponse militaire non plus et évidemment qui pourrait causer d'énormes dégâts, comme il y en a déjà aussi en mer. Juste pour revenir sur la question des réfugiés climatiques, je tiens à rappeler au Japon ainsi qu'aux États-Unis, vous allez être les premiers confrontés à la question des réfugiés climatiques. Les très nombreuses îles du Pacifique vont être touchées rapidement par la montée des eaux et vous serez peut-être les premiers dans peut-être une dizaine d'années à proposer aussi des quotas d'accueil de réfugiés climatiques. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui subit une vague de migration du Moyen-Orient. Nous souhaitons mettre en place une coopération internationale en matière d'accueil des migrants. Pour la question aujourd'hui des réfugiés de guerre, et plus tard, ce sera pour vous, la question centrale sera pour vous les réfugiés climatiques. Nous pouvons nous accorder aujourd'hui sur un quota en faveur des réfugiés de guerre, et plus tard sur une question des réfugiés climatiques. Merci. Les États-Unis, on vous a beaucoup entendu protester. Quelle est votre position? Évidemment, je suis contre. Que ce soit sur la question des réfugiés climatiques ou l'ensemble des revues scientifiques pour être publiées acceptent d'accepter cette thèse alors qu'elle est infondée. Elle est prouvée. Elle est infondée. Ce sont des scientifiques, d'autres scientifiques disent que non. Donc elle est prouvée pour votre point de vue, mais pas forcément pour le point de vue général. Pour être publié dans de belles revues scientifiques, bien sûr qu'il faut... Et ce sont vos chercheurs qui publient ces recherches. Mais dans des revues scientifiques, ce sont des fake news, excusez-moi. Et sur la question de quotas, je suis évidemment contre. On voit aujourd'hui que les Mexicains qui sont aux États-Unis font des transferts financiers vers leur propre pays à hauteur de 20 milliards d'euros. Donc ça, c'est ce qu'on perd. Donc au bout d'un moment, les gens qu'on accepte ne respectent pas les États-Unis. Donc à un moment, c'est plus possible d'en accepter. Je suis désolé, Monsieur Macron. Non mais Monsieur Trump, si nous ne sommes pas aujourd'hui capables de gérer les migrants, les réfugiés, où allons-nous en 2050? Devrons-nous ériger des murs comme vous le faites aujourd'hui? Bah oui, de partout autour de l'Europe? Okay. Peut-être. Belle idée. Non, moi j'aimerais préciser quelque chose, c'est que le statut de réfugié climatique est en fait, à l'heure d'aujourd'hui, encore un abus de langage, puisque la Convention de Genève ne fait pas référence en fait aux déplacés climatiques. Et c'est pourquoi il me semble primordial, et peut-être que nous pourrons nous mettre d'accord là-dessus, je ne sais pas, sûrement pas avec vous, mais peut-être avec les autres participants, sur le fait de faire rentrer ce statut dans la Convention de Genève, ce qui permettrait ensuite de vraiment traiter le problème, notamment en donnant des mandats au HCR, donc au Commissariat pour les réfugiés, pour agir, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'effectivement un peu de proactivité ne ferait de mal à personne, et pour vous, et pour nous, et pour tout le monde. L'Allemagne a subi des conséquences qui ont pu être désastreuses justement par rapport à cela, et nous sommes pour une organisation en amont de l'accueil des réfugiés, qu'ils soient surtout climatiques. Merci. Le Royaume-Uni pour le mot de la fin. Je tiens à rassurer les responsables européens que le Royaume-Uni est prêt à s'engager, que nous voulons des coopérations avec nos partenaires internationaux, notamment concernant les réfugiés climatiques. Merci beaucoup. Cette première partie du débat est terminée. Je vous demande de bien vouloir applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dans un second temps, nous débattrons de la notion de défense. Quelles sont les principales menaces politiques de ce début de siècle? Quelles réactions les différents chefs d'État doivent-ils prendre face aux menaces de prolifération nucléaire de la Corée du Nord? Doit-on renforcer une politique de médiation vis-à-vis du leader nord-coréen, ou doit-on au contraire exercer de fortes pressions, comme nous l'avons vu avec la politique diplomatique de Donald Trump? Nous aborderons alors la problématique du terrorisme à l'échelle de l'intérieur comme à l'extérieur. Comment les différents chefs d'État défendent-ils leurs citoyens? Enfin, nous nous demanderons si l'OTAN, en ce début de siècle, est encore légitime. Merci beaucoup.
Dans un premier temps, nous aborderons donc la question de la Corée du Nord. La parole est au Japon. Le Japon, vous êtes le pays le plus proche géographiquement de la Corée du Nord, donc un des plus concernés par la problématique de la prolifération nucléaire. Quelles sont vos mesures? Alors je vous remercie d'abord d'avoir abordé cette question en premier, puisque je pense que c'est une question cruciale, et pas seulement pour le Japon, qui est certes le pays le plus proche géographiquement, mais une question cruciale pour tous les membres du G7. Alors le Japon appelle ses collègues et la communauté internationale au respect des sanctions qui ont été acceptées, signées à travers les différentes résolutions, les multiples résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En effet, les sanctions économiques ne sont pas respectées par tous ici peut-être, certes, mais je pense que vous comprenez tous que je m'adresse indirectement à un absent, la Chine, qui ne respecte pas ces sanctions économiques. Et je tiens à dire que l'avenir de la communauté internationale, notre avenir à tous, l'avenir des citoyens japonais, mais également l'avenir des citoyens américains, canadiens, italiens, français, est en jeu à travers cette question de la prolifération nucléaire en Corée du Nord. J'appelle chacun d'entre vous à respecter les sanctions et à plus de fermeté à l'encontre du leader nord-coréen. Le Canada? Oui, je pense qu'il faudrait renforcer les mécanismes de résolution de conflits pacifiques. Et j'aimerais juste rappeler le rapport qui a été réalisé par nos ministres des Affaires étrangères respectifs, où la question de la Corée du Nord a déjà été traitée. J'aimerais aussi rappeler que la médiation chinoise est une médiation clé dans cette question nord-coréenne, et ce n'est pas en taxant l'acier et l'aluminium, comme le fait M. Trump, que nous allons encourager la Chine dans cette direction. Cette médiation se fait aussi du non-respect des sanctions économiques, cela pose un problème à la communauté internationale. C'est la réponse de Donald Trump. Bien sûr, nous parlerons du commerce dans un troisième temps, mais vis-à-vis de la Corée du Nord, je saurais rester ferme. Je vais rencontrer M. Yoon très prochainement. En attendant, je pense qu'il faut respecter les accords les accords trouvés par nos ministres des Affaires étrangères respectifs. Et si, au moment de mon interview avec M. Yoon, on ne trouve pas un accord de dénucléarisation, à ce moment-là, il faudra être encore plus ferme. Et pourquoi pas intervenir de façon militaire en Corée du Nord. Alors évidemment, nous nous opposons fermement à une intervention militaire. Nous savons que ça représente des enjeux de pertes humaines beaucoup trop importants. Nous n'avons pas usé de tous les moyens diplomatiques pour mettre fin à la prolifération nucléaire. Et nous pensons, je parle en mon nom mais aussi au nom de l'Union européenne, que vous pouvez vous montrer plus souple vis-à-vis de M. Yoon, qui ne cesse que je vais le rencontrer, de vous provoquer, de vous provoquer, auquel vous répondez favorablement à ces provocations, ce qui vous permet tout de même de renforcer votre présence militaire en Corée du Sud et aussi autour de la Corée du Nord, notamment en mer de Chine méridionale. Nous pensons que vous pouvez être beaucoup plus diplomate vis-à-vis de la question de la prolifération nucléaire. Évidemment, nous opposons fermement à toute intervention et toute escalade militaire. Merci, la réponse de l'Allemagne. En effet, Berlin ne soutient pas du tout la manière dont Washington traite l'affaire. L'escalade verbale dont vous faites part n'est absolument pas une bonne manière de résoudre cette solution. Mais c'est pour ça que je vais le rencontrer. Si vous pouviez juste arrêter de... Monsieur Trump, la parole. Monsieur Trump, la parole est à l'Allemagne, s'il vous plaît, veuillez bien la respecter, merci. Sachez juste que des solutions qui ne sont pas forcément militaires existent et que vous n'avez pas encore usé de toutes les solutions diplomatiques pour régler ce conflit. Même si nous sommes fortement en désaccord, n'oubliez pas que l'Allemagne fait aussi de son mieux pour vous soutenir. Nous avons rapatrié 2 diplomates allemands, nous sommes sur le point d'en rapatrier un 3e. Donc sachez que d'autres solutions existent et que l'escalade verbale n'est pas forcément une solution. Oui, nous soutenons complètement l'Allemagne sur ce point-là. Nous pouvons d'ailleurs, je pense, accroître la pression économique et politique, comme le fait Madame Merkel. Et nous, l'Union européenne, je pense que nous avons d'ailleurs une certaine marge de manœuvre, à travers nos délégations parmi les différents États membres. Nous devons sensibiliser, même au-delà, pousser les États membres à respecter et renforcer leurs sanctions économiques vis-à-vis de la Corée du Nord. Le Royaume-Uni est aux côtés du Japon. Je veux rassurer le peuple japonais, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Le Royaume-Uni sanctionne fermement les provocations imprudentes de la Corée du Nord. Nous condamnons les essais nucléaires illégaux. Donc nous n'excluons pas des opérations militaires ainsi que des cyberattaques contre la Corée du Nord en représailles à ces récents tirs de missiles. Nous devons contrôler la menace coréenne. C'est pourquoi nous sommes prêts
à continuer de travailler avec nos partenaires internationaux pour maintenir la pression sur la Corée du Nord. Et je demanderai à la Chine de faire pression sur la Corée du Nord, car ils jouent un rôle clé et sont capables de faire pression sur la Corée du Nord pour qu'elle mette fin à ses essais nucléaires. Merci. La réponse de l'Italie. Enfin, l'Italie souhaiterait d'abord dire qu'elle privilégiera toujours la voie diplomatique et donc soutient totalement la position de ses alliés européens. Mais l'Italie souhaiterait aussi aborder d'autres thématiques, comme par exemple l'OTAN, qui me semble être une question essentielle. Merci. Dans ce débat. Merci d'évoquer ce sujet. C'est pourquoi j'aimerais que maintenant nous rentrions dans le débat par rapport à l'OTAN, la légitimité actuelle de l'OTAN. Selon vous, chers représentants du G7, l'OTAN est-elle encore légitime? Qui souhaite la parole? Je peux prendre la parole en disant que, en voulant d'abord rappeler que l'alliance transatlantique est très importante pour les États-Unis. Néanmoins, aujourd'hui, le budget américain représente plus de 70% du total du budget militaire de l'OTAN, pas du budget de fonctionnement, mais du budget militaire. Donc, on demande un effort à nos alliés européens, à nos alliés de l'OTAN, de passer la barre des 2%. Sans ça, on n'arrivera pas à avoir un OTAN fort et une alliance transatlantique forte. Le Canada. J'aimerais juste rappeler que nous comprenons l'objectif des 2% et nous l'appuyons, mais en même temps nous savons très bien que ce n'est pas le seul indicateur de la participation et la valeur de la contribution d'un pays à l'OTAN. Et le Canada est toujours parmi ceux qui sont présents pour livrer la marchandise, pour être partie intégrante des efforts de l'OTAN. Et nous allons continuer de l'être, par exemple en Lettonie. Les contributions militaires du Canada sont très importantes en Lettonie, notamment au sein de la coalition internationale contre Daesh. Et le Canada et l'Allemagne ici présentes comptent systématiquement parmi les membres de l'OTAN les plus actifs quand vient le temps de fournir des soldats, de fournir du matériel, participer à des missions. Et nous sommes également sur la voie, en voie d'acquérir de nouveaux avions de chasse et de construire de nouveaux navires de combat qui seront sûrement mis au service de l'OTAN. Merci. L'Italie, vous avez été l'auteur de plusieurs critiques vis-à-vis de l'OTAN. Vous considérez que l'OTAN est une organisation qui profite finalement à la menace russe à l'Europe de l'Est. Que pensez-vous de ça? Absolument, nous pensons que le déploiement de toutes les troupes de l'OTAN et de toutes les ressources surtout de l'OTAN vers l'Europe de l'Est plutôt que par exemple autour de la Méditerranée. Là encore une fois, nous savons très bien que les vagues de déstabilisation viennent de la Méditerranée, que certains pays sont dangereux, même au niveau des littoraux de cette mer. Et nous pensons que si vous exigez de la part de l'Italie un effort budgétaire supplémentaire, et d'ailleurs ce n'est pas un objectif, ce sont seulement des grandes lignes d'un programme qui s'étale sur plusieurs années. Alors nous pensons que si vous demandez au peuple italien de faire cet effort, eh bien la défense des Italiens doit être, ou du moins de la Méditerranée, doit être une priorité pour leur pays. Je tiens tout d'abord à dire que la Russie reste quand même très dangereuse en étant la deuxième puissance nucléaire mondiale. Et qu'également, je peux laisser la parole à la Grande-Bretagne qui peut témoigner avec l'empoisonnement de l'agent double Sergei Skripal, où la Russie reste évidemment très dangereuse pour le monde, et je pense que la Grande-Bretagne peut en témoigner. Comme vient de le souligner le président Trump, oui, la Russie est une réelle menace pour les Occidentaux, mais aussi de manière générale pour le monde. Et c'est pourquoi je veux rassurer les pays membres de l'OTAN que le Brexit ne changera pas la position du Royaume-Uni dans l'OTAN. Nous maintenons nos engagements au sein de l'OTAN, au sein de cette organisation. Nous sommes conscients que l'OTAN a besoin d'être réformée, comme vient de le rappeler l'Italie, mais l'OTAN reste vitale, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou le changement climatique. L'OTAN est la pierre angulaire de la défense de l'Occident. C'est pourquoi je demande à mes homologues européens d'augmenter leurs dépenses à l'organisation pour garantir la survie de l'OTAN. La réponse de pays européens, l'Allemagne. L'Allemagne, la loi des finances allemande a prévu d'ici 2020 d'augmenter le budget consacré à l'OTAN de 10 milliards d'euros. Donc de ce point de vue-là, nous avons des objectifs qui sont, je pense, satisfaisants pour vous. Et j'aimerais rappeler que l'Allemagne a initié un nouveau projet qui s'appelle la PESCO, qui est une politique d'intégration européenne, se basant sur un budget de 6 milliards d'euros et dont 23 pays européens ont signé.
Ce projet a pour but justement d'investir militairement, de mener des projets communs et donc de coopérer du point de vue militaire. C'est une autre solution que l'Europe a trouvée pour faire face à des problèmes qui sont plus locaux. Donc nous sommes conscients et réalistes de la situation. Et même si, comme le dit M. Trump, nous n'atteignons pas encore les 2% prévus pour l'OTAN, nous sommes sur la voie de le faire et nous menons à côté des projets qui méritent d'être soulignés. Ouais, écoutez M. Trump, nous subissons vos pressions vis-à-vis de l'OTAN, mais il est vrai que nous nous sommes organisés de notre côté en tant qu'Européens avec cette coopération militaire. Pourquoi ? Peut-être parce que l'OTAN ne répond pas finalement entièrement à nos attentes, notamment en termes de sécurité intérieure. Vous pouvez le comprendre. Nous n'allons d'ailleurs pas vous demander d'intervenir au sein de l'Union européenne pour régler nos propres problèmes. C'est un peu ce que vous avez fait avec le conflit en Ukraine. J'ai donné 6 milliards d'euros. D'accord. Mais dans ce sens-là, prenez cette PESCO comme une preuve d'effort. D'ailleurs, il me semble... Ce n'est pas un affront. Oui, pas du tout. Non. D'ailleurs, il me semble que le secrétaire général de l'OTAN lui-même s'est montré assez heureux de cette nouvelle coopération, en insistant bien sûr sur la complémentarité des efforts. D'ailleurs, il y a un accord au sein de la PESCO qui rappelle que en tout ce qui concerne la défense commune, c'est uniquement au rôle de l'OTAN de l'assurer. Donc on est vraiment là pour équilibrer le fardeau. Vous comprenez ? Je suis bien d'accord avec ça. Aujourd'hui, je suis à environ 3,5% de mon PIB dans mon budget militaire. Je vous demande 2%. J'estime que c'est pas non plus un effort monumental que de demander ça à l'Europe. Vous devez nous laisser le temps d'agir, puisque pour l'instant nous sommes aussi en train de nous organiser de notre côté. Donc on ne peut pas... On est d'accord, nous sommes d'accord. En revanche, ça ne doit pas justifier un unilatéralisme criant vis-à-vis de la Corée du Nord, vis-à-vis de la Syrie, comme ça a pu être le cas il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc effectivement, nous allons faire des efforts, mais on vous demande de respecter le principe de multilatéralisme en cas d'intervention. Je suis tout à fait ouvert à discuter avec mes alliés européens. C'est la position de la France. Nous souhaitons réaffirmer encore une fois l'unité de l'Alliance et la solidité du lien transatlantique qui nous unit. Nous, évidemment, réaffirmons encore une fois la volonté de mettre en œuvre les engagements que nous avons pris, à savoir respecter les 2%. En revanche, par rapport, votre politique militaire ne dépend uniquement que de vous. Si vous impliquez 3,5% de votre PIB dans des dépenses militaires, cela vous regarde. Cela vous regarde aussi, en revanche, nous contribuons, nous, à notre protection aussi européenne, avec le renforcement de la défense européenne sur son territoire. Ne comptons pas sur l'OTAN pour assurer ces missions-là. Un petit peu quand même. Troisièmement, par rapport à la... Excusez-moi, mais c'est pas l'armée de Mme Merkel qui peut défendre toute l'Europe. Non, nous avons nos armées européennes, nous sommes bien conscients. Je pense que plutôt que de se concentrer sur nos divergences qui sont présentes, certes, nous pouvons nous concentrer sur ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est-à-dire la priorité qui doit être faite à la lutte contre le terrorisme, car certes, des conflits internationaux entre États persistent, mais la plupart des guerres aujourd'hui sont de nature civile, avec de divers groupes armés, avec des terroristes, et la plupart d'entre nous, tous même ici, subissons ces pressions terroristes. Donc je pense qu'on pourrait peut-être, plutôt que de débattre entre OTAN et PESCO, se concentrer sur cette question-là, qui est cruciale. Merci d'évoquer la problématique du terrorisme. Le Japon, je suis d'accord avec vous. Je tiens à rappeler quand même à l'Union européenne que nous redoutons, c'est juste le Japon, je m'excuse, nous redoutons l'émergence d'une défense européenne. Très rapidement. Le Royaume-Uni, nous sommes une puissance militaire. Nous sommes le premier budget militaire européen. Nous considérons qu'une Europe de la défense, une armée européenne, décrédibilise l'OTAN, concurrence et amènera à la perte de l'OTAN. Seul l'OTAN doit protéger l'Europe, puisque l'unique prérogative de l'OTAN est la défense territoriale de l'OTAN. Nous redoutons votre armée. Merci. À propos de ça, j'aimerais revenir sur la question du terrorisme qui a été abordée par le Japon. Et j'aimerais dire que pour lutter contre ce terrorisme, nous devons d'abord maîtriser les foyers dangereux du terrorisme. Et cela passe par une présence de l'OTAN, mais pas seulement, aussi des autres pays sur le terrain, et notamment le terrain occupé par Daesh. Et depuis 2011, le Canada est engagé dans la lutte contre le terrorisme en luttant justement en Afghanistan.
mais aussi j'aimerais souligner le rôle qu'on devrait apporter, qu'on devrait souligner, celui d'Interpol, qui est très important, notamment en termes de renseignement. Et ce sera très utile pour anticiper les prochaines attaques terroristes qui peuvent être imminentes et arriver à n'importe quel moment. Donc c'est un point très très important. Merci. Le Japon? Je vous remercie d'avoir évoqué Interpol. Ça lance la question de la coopération vis-à-vis du terrorisme. Je pense qu'Interpol est un organe essentiel dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale, certes, mais qu'il y a un aspect du terrorisme qui est bien souvent négligé, qui n'est pas l'aspect de renseignement, mais plutôt l'aspect économique, car le terrorisme est financé, et le terrorisme n'est pas uniquement financé par des acteurs privés, mais aussi par des transactions, par des flux commerciaux, entre différents pays, entre différents acteurs privés, mais aussi entre acteurs publics, et c'est pour cela que le Japon coopère de manière constante et très proche depuis quelques années avec l'ASEAN, qui est notre alliance régionale, pour essayer d'identifier ces sources de financement du terrorisme et pour lutter contre les transactions qui financent le terrorisme dans la région. Et j'encourage chacun d'entre vous ici présent, puisque c'est dans notre intérêt à tous, à faire de même et à pousser la coopération au-delà de la coopération sur le renseignement. Merci. Le Canada. J'aimerais juste rappeler que le Canada est présentement président du groupe d'action contre le terrorisme qui a été créé en 2003 et qui a pour but d'appuyer le comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité. Donc je pense que nous avons déjà les clés et les outils pour lutter contre le terrorisme. Il faut simplement renforcer notre collaboration pour lutter contre cette menace globale. Merci. Je m'adresse maintenant à l'Union européenne. Quelles propositions pour assurer la sécurité des Européens? Alors moi aujourd'hui, je rebondis sur la coopération, excusez-moi, mais je suis surtout inquiète vis-à-vis des États-Unis. Vous avez été longtemps notre partenaire dans la lutte contre le terrorisme, bien sûr, mais nous avons... Pardon ? Nous le sommes encore. Ah, c'est justement sur ce point... C'est ce point-là que je veux aborder et je voudrais être rassurée parce que nous avons eu vent des orientations du Pentagone. Nous savons aujourd'hui que le Pentagone tend à mettre un peu de côté la question de la lutte contre le terrorisme pour prioriser d'autres enjeux comme la Russie ou la Chine principalement. Et nous nous inquiétons un peu de la poursuite et de l'avenir de nos accords dans cette lutte. Êtes-vous toujours à nos côtés? Oui. Merci, allez-y. Une réponse d'abord. D'accord, la réponse des États-Unis. Évidemment, on est de votre côté. La lutte contre Daesh avec l'Alliance 2019, le Royaume-Uni maintiendra son engagement à garder son marché ouvert et à lutter contre le protectionnisme tout en restant ferme face à toutes les mauvaises pratiques commerciales. Nous sommes et nous serons ouverts sur le monde. C'est pourquoi nous souhaitons, dans l'intérêt du Royaume-Uni et dans l'intérêt du monde, conclure des accords commerciaux avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Par conséquent, entre le Royaume-Uni indépendant et l'Union européenne, nous voulons un partenariat nouveau et équitable. Je garde l'esprit ouvert sur la forme que prendra l'accord. Nos partenariats. Évidemment que nous sommes inclus. Je garde l'esprit ouvert sur l'accord que prendra, un accord douanier nouveau, mais nous pourrons aussi devenir des membres associés. Donc, je ne veux pas que le Royaume-Uni soit un membre de la politique commerciale commune de l'Union européenne et je ne veux pas que nous soyons liés aux tarifs extérieurs communs. C'est pourquoi je demande un accord de libre-échange, certes ambitieux, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, afin que le Royaume-Uni puisse avoir, laissez-moi finir, afin que le Royaume-Uni puisse avoir le meilleur marché européen. Je veux que nous ayons un accord douanier loyal. Nous voulons également nous voulons également travailler avec les États-Unis et je veux que le lien particulier, spécial entre les États-Unis et le Royaume-Uni soit renforcé. Les deux pays sont et resteront des partenaires solides et proches dans le domaine du commerce. Merci Madame Veil, merci beaucoup Madame Veil. Bien sûr, merci Madame Veil. Je laisse la parole à la délégation de l'État. À propos de ce que vous venez de dire, je tenais à ce que vous sachiez que le tennis s'opposera toujours à ce que vous ayez un accord supérieur à ce dont vous bénéficiez aujourd'hui. Donc votre accord sera toujours d'une qualité inférieure. En tout cas, en termes de respect au marché européen. Mais pour revenir sur le propos du Canada, nous pensons que M. Trump devrait respecter une de ses promesses de campagne et lutter contre le dumping sur l'acier que pratiquent les Chinois.
Et l'Italie serait même proposé à l'Union européenne la mise en place peut-être d'un protectionnisme européen sur l'acier, qui serait indiqué sur ce texte. Votre réponse, Union européenne? Il y a plein de questions à traiter. Tout d'abord, vis-à-vis de l'Angleterre, et je vais essayer de vous répondre à tous les deux en même temps. L'idée n'est absolument pas de faire un meilleur accord. Est-ce qu'il est possible pour l'Angleterre d'avoir un accord qui soit meilleur pour son économie que l'accord qu'il avait précédemment? Je vous laisse juger, c'est aux économistes de décider. Ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question pour l'Europe de vous faire payer un choix de souveraineté. Nous avons besoin de votre économie, nous savons aussi que vous avez besoin des économies qui sont européennes. Simplement, on ne peut pas garantir un meilleur marché. C'est même sûr qu'il n'y aura pas des avantages vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne. Ensuite, pour ce qui est du protectionnisme européen, la question est revenue lors du dernier conseil, puisque c'est une région économique qui est très ouverte finalement, avec les droits de douane les plus bas du monde, d'autant plus que les États-Unis se tournent vers le protectionnisme. La question de savoir si on renforce les douanes a été posée, et finalement, c'est pas dans l'esprit de l'Europe de se renfermer sur soi-même. Il y aura une forteresse, certes, on ne va pas ériger un mur immense. Par rapport à cela, je tiens, contrairement à ce qui est posé précédemment, enfin, pour nuancer ce qui est posé précédemment, à remercier l'Union européenne de ne pas tomber dans la dérive du protectionnisme et à nous féliciter, membres de l'Union européenne ici présents et moi-même, de l'accord de libre-échange qui a été conclu très récemment entre ces deux puissances, le JEFTA, qui va nous permettre d'augmenter encore plus nos échanges commerciaux, et ce pour le bien de toute nos populations. Ainsi, je souligne aux États-Unis que le protectionnisme ne fait pas le bien-être de la population et que la solution réside dans la coopération et dans la concertation. Merci. L'Union européenne, vous souhaitez répondre? Oui, du coup, je vais rebondir sur le Japon, et effectivement, nous sommes totalement en faveur d'un libre-échange. D'ailleurs, à ce titre, nous multiplions les accords bilatéraux, CETA, JAFTA, peut-être bientôt avec le Mercosur. Nous avons des nouvelles négociations en cours autour d'un accord Australie-Nouvelle-Zélande. À ce titre, M. Trump, réfléchissez bien, parce que l'Union européenne représente quand même 22% du PIB mondial. Je pense que vous êtes en train de vous isoler, et d'ailleurs, vous nous accusez, nous, la Chine aussi, d'être responsable de votre déficit commercial. Mais pour nous, tout se passe plutôt bien, alors que chez vous, même le patron des Républicains à la Chambre et au Sénat démissionne, et ne démissionne pas, mais contre vos intérêts, et tout le monde de côté le navire. Votre principal conseiller économique est mentionné juste après le drame. C'est pour dire que les gens quittent les navires petit à petit. Je veux rappeler à mes homologues européens que oui, l'Union européenne a besoin du Royaume-Uni et le Royaume-Uni a besoin de vous. Autrement dit, dans l'intérêt du Royaume-Uni et dans l'intérêt de l'Union européenne, il est préférable d'aboutir à un accord équitable. C'est pourquoi je mets en garde la tentative d'imposer un accord punitif au Royaume-Uni. Je dois être clair, les Britanniques veulent demeurer de bons amis et voisins de l'Europe. Donc les voix qui s'élèvent pour réclamer un accord punitif qui sanctionnerait le Royaume-Uni est un comportement déplorable. Ces comportements sont catastrophiques et destructeurs pour les pays de l'Union européenne et pour le Royaume-Uni. Si vous n'êtes pas raisonnable, le Royaume-Uni sera contraint de refuser cet accord. Toutefois, je suis convaincue que les esprits sauront trouver une issue positive au Brexit. La réponse de la France. A priori, Madame Day, vous devriez rester voisin de l'Europe, je pense. Je tiens à parler avec M. Trump, encore une fois, en voie aussi de l'Union européenne. Nous demandons encore une fois à être exemptés des mesures que vous avez prises concernant l'acier et l'aluminium. Nous rappelons que nous sommes des partenaires privilégiés, nous avons toujours travaillé ensemble, et nous partageons bien évidemment l'objectif de lutter contre toutes les mauvaises pratiques commerciales, mais sommes fermement opposés à une guerre commerciale que vous mettez en place à l'encontre des pays européens. Cela risquerait évidemment de déclencher une guerre où tous les pays sortiraient perdants. C'est pourquoi nous avons proposé lors du dernier Conseil européen de mettre en place une taxe vis-à-vis de certains produits des États-Unis. Bien sûr, un exemple, par exemple, pour Harley Davidson, que vous exportez. Dans le cacahuète. Exactement. Ce sont vos travailleurs qui en paieront le prix. Nous pouvons nous aussi nous montrer fermes sur ces questions-là et mettre en place des taxes qui diminueraient tout aussi à notre population. Nous ne pensons pas que le protectionnisme soit une solution à long terme concernant. Bien sûr, mais là, vous êtes tous
plus ou moins contre la politique des États-Unis, mais je tiens à rappeler, malgré tout à vous, en particulier M. Macron, que vous étiez en Chine assez récemment pour faire des accords commerciaux. Mais néanmoins, la Chine pratique également des mesures protectionnistes vis-à-vis de son marché intérieur. Donc je ne vois pas pourquoi ça pourrait être la seule. Nous sommes des alliés beaucoup plus immédiats. Oui, mais j'assure, mais les États-Unis ne seront pas totalement protectionnistes, étant donné que je demande un accord de libre-échange avec les États-Unis dans la foulée du Brexit. Je ne me suis pas exprimé à ce sujet. Faites attention, vous pouvez très bien se retirer votre traité de libre-échange. La parole est à la France. S'il vous plaît. On va miser. Juste pour terminer, la part d'un vous parlez beaucoup d'accord avec l'Union européenne en termes commercial. Je tiens juste à vous rappeler que la priorité pour l'Union européenne, c'est d'abord de négocier le Brexit et ensuite de négocier un accord. La priorité, c'est de négocier les termes clés sur votre sortie. L'argent que vous avez engagé sur l'Union européenne sur les questions d'infrastructure et autres services. Donc la question prioritaire, c'est d'abord le Brexit et ensuite la question d'un nouvel accord commercial qui, je vous le rappelle, ne sera pas aussi avantageux que celui ce ne sera pas un accord punitif, mais ce ne sera pas un accord aussi avantageux que celui que vous avez. Monsieur Trump, simplement vis-à-vis de la Chine, on vous a toujours soutenu vis-à-vis des mesures ultra-protectionnistes que la Chine peut mettre en place, notamment quand vis-à-vis vous discutiez avec la Chine du fait que ça commence quand M. Macron va offrir un cheval. Il s'agit ici de diplomatie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de bien sûr, aujourd'hui, vous êtes tous plus ou moins contre cet accord protectionniste, mais je pense qu'avant d'être contre les États-Unis, qui malgré tout reste un partenaire exemplaire avec l'Union européenne, vous devriez peut-être faire attention à la Chine avec cette fameuse route de la soie qui est en train d'être et qui va peut-être plus détruire votre économie qu'une simple taxation de l'acier qui est bénéfique pour les Américains. Ce sont des questions différentes. Vis-à-vis du protectionnisme, on a eu l'expérience en Europe au 19e, et au-delà du rapport économique, ça isole les peuples. Et c'est normal. Merci, je crois, merci d'avoir eu cette construction un petit peu de débat. Et continuons ce débat sur la question de l'Afrique, des perspectives d'avenir économique de l'Afrique. Quels sont vos intérêts à tous ici présents qui sont la parole au Canada? L'Afrique est concernée par toutes les thématiques que nous avons abordées aujourd'hui et donc elle devrait avoir une place symbolique et importante au programme du G7. C'est pourquoi ce choix en faveur de l'Afrique contribuerait à la reconnaissance des défis qui touchent ce continent, mais aussi à la transition que ce continent vit. Et c'est un continent qui sera clé dans un futur proche. En 2040 et 2050, une personne sur 4 sur la planète sera africaine et 1 milliard d'entre elles vivront dans des villes. Ce sont des opportunités pour nous en tant que partenaires économiques, mais aussi nous devons répondre à la demande d'ici le milieu du siècle. C'est pourquoi je pense que, comme nous l'avons fait à Taormina en Italie lors de notre dernière réunion, nous devons mobiliser les gouvernements africains afin de discuter du développement avec eux, notamment les plus grandes puissances africaines comme le Nigeria. Et je pense que nous pourrions même inscrire le thème du développement de l'Afrique dans notre prochain sommet. Merci. Quelle position pour l'Union européenne? Pour l'Union européenne, c'est assez clair, il y a seulement quelques précisions qui sont nécessaires. On voit le nombre d'IDE chinois qui augmente sans cesse, et vous allez peut-être dire que nous sommes les vassaux des Chinois. Je tiens simplement à défendre à certains moments ce grand absent. Il est souvent taxé de néocolonialisme pour ses investissements directs à l'étranger. Le mot colonialisme peut nous gêner parce qu'en fait ces investissements s'accompagnent de développements locaux. Je prends l'exemple de l'Angola et notamment de la capitale de l'Angola. Construction d'aéroports chinois, les investissements chinois ont été liés avec le développement de villes urbaines autour et un gros investissement financier vis-à-vis de certains quartiers de la capitale. La seule chose qu'on pourra reprocher à la Chine, et ça c'est une réalité, et nous l'avons déjà fait d'ailleurs, c'est d'amener ses propres travailleurs d'un point de vue local, puisque ça ne contribue absolument pas au développement local. Et étant donné le poids démographique de la Chine, en fait, c'est un moyen de désengorger le territoire. Mais nous sommes en train de négocier
Nous sommes en train de conseiller la Chine d'aller plutôt vers une voie de partenariat finalement avec sa population et les populations locales, puisque ça permettrait une formation. Merci. Les États-Unis, suivez-vous les propositions de l'Union européenne? Oui, bien sûr. Je pense que la Chine a compris l'importance de l'Afrique, et je pense que vous, Européens, vous devez vous placer en tant que concurrent sur la Chine vis-à-vis de l'Afrique, et nous-mêmes sommes des partenaires un peu moins privilégiés que peut-être les Européens avec l'Afrique, mais nous soutiendrons toutes vos démarches pour concurrencer la Chine sur ce plan. Merci. Merci. La position de l'Italie. Je pense que l'Italie a toute la légitimité d'intervenir sur cette question, étant donné que nous n'avons pas participé de la même manière aux grandes conquêtes coloniales européennes, notamment, je m'adresse notamment à la France et au Royaume-Uni sur cette question. Et donc, je pense que l'Italie peut avoir une influence bénéfique sur ce continent et augmenter peu à peu ses investissements directs étrangers pour améliorer la situation et surtout empêcher les gens de venir peut-être chercher de l'Eldorado en Europe si leur pays était désolé. Je pense que cela s'arrêterait. Merci. Le Royaume-Uni. Concernant l'Afrique, le Royaume-Uni va mettre le développement au cœur de ses relations commerciales avec l'Afrique. Et jamais le Royaume-Uni ne tournera le dos à l'Afrique à la suite de ça. Merci. La France pour finir. Nous souhaitons travailler encore une fois, toujours avec l'Afrique, sur la infrastructure et du développement du pays, en matière d'électrification, en matière d'infrastructure routière, transport, d'améliorer la sécurité dans certaines zones, pas seulement pour nos entreprises, mais aussi pour les populations, et mettre en place des vraies coopérations en matière de formation, en matière d'éducation aussi, de réutilisation du matériel. Beaucoup d'Africains travaillent avec du matériel très ancien, alors que pourtant ils disposent de compétences excellentes. Un nouveau programme qui vise justement à stimuler les investissements privés et les investissements en infrastructure en Afrique avec les pays du G20 dans le but de développer ce pays qui va l'avenir. Merci. C'était le mot de la fin. Merci à tous. Merci à tous et merci à tous les étudiants ici d'avoir représenté cette simulation du G7. Maintenant, je laisse la parole à Benoît s'il y a des questions dans le public, ou même des interactions, ou même des propositions. Des questions à soumettre. Même des remarques si vous voulez. Si on veut à tous, oui. J'ai une question, pourquoi avoir pas fait jouer la Chine aujourd'hui? Parce qu'elle ne fait pas partie du G7. Est-ce qu'il y a une réponse Oui. Avez choisi vos rôles en fonction de vos sensibilités. Vous avez choisi le rôle des C'est pour ça que je vous en parle. C'est assez difficile de défendre des convictions qui ne sont pas forcément les nôtres, enfin, notamment pour ma part, mais c'est un jeu intéressant. Et c'est pas forcément aussi. Moi, à l'inverse, moi j'aimerais réagir, mais en tant qu'Union européenne qui ménage un peu quand même le débat. D'autres questions dans le public, ou même des remarques? Pas bien, pas bien? Oui. Une question globale. Le temps de préparation, ça vous a demandé. Juste une précision, on l'a pas dit. Il y a eu 2 ou 3 simulations en fait. Il y a eu beaucoup de préparation de travail de fond, on a partagé nos documents, mais il n'y a pas de script. Donc c'est-à-dire que c'était pas de l'improvisation parce que les thèmes nous les connaissions, mais il n'y a pas de script. La simulation avait déjà lieu et ils faisaient ça sous forme de script. On a décidé d'essayer de changer un peu pour faire plus interactif. Plus interactif, même si du coup on peut faire un petit peu plus de fautes, mais voilà, pour essayer de rendre le truc un petit peu plus vivant. Mais c'est long. Oui, il y a une question ici. Je viens du Sénégal, je suis de nationalité haïtienne et j'aimerais vous poser sur la question de l'Afrique. Donc, entre nous, je ne parle pas de manière générale, mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la vraie question concernant l'Afrique, c'est l'indépendance totale. C'est-à-dire que vous discutez aujourd'hui de l'Afrique, il n'y a pas aussi entre vous un partenaire de l'Afrique. C'est-à-dire que vous discutez
l'ensemble du continent, l'enjeu même, l'ensemble du continent. Alors que la vraie question, on peut prendre aussi les conseils de sécurité. L'Afrique n'est pas là. Donc, dans toutes les questions fondamentales du monde, l'Afrique n'est pas là. C'est-à-dire que la France, chaque fois qu'elle prend la décision, je peux aussi revenir sur la question de l'Amérique qui aujourd'hui, par sa rapport de force, maintient ses positions vis-à-vis de Chine. Et aujourd'hui, je pense que chaque pays a le droit de choisir son partenaire. Que ce soit les Chinois, que ce soit le Japon, que ce soit la France, chaque pays doit avoir plein de potentiel de choisir son partenaire. Ni la France, ni les États-Unis doivent s'imposer par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais comment t'entends? Je ne sais pas. Question, mais après, nous on est ciblé à un G7 et on sait que ils ont plutôt intérêt économiquement à prendre des décisions pour l'Afrique. Donc nous, on est dans cette orientation-là. Après, personnellement, évidemment, je suis d'accord avec vous. Après, c'est dommage aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps d'évoquer les différentes questions qui sont soulevées en Afrique. On en a parlé plutôt d'un coup, mais bien sûr, il y a des questions qui diffèrent selon chaque région, selon chaque pays, selon chaque problème, des problèmes différents que les pays nous fassent. Tout comme en Europe, il y a des questions qui diffèrent selon les régions. Et on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais on en est conscient et c'était vraiment dans le cadre de la simulation qu'on avait. C'est ce point de vue un peu investissement. Après, vos sensibilités personnelles sont bien différentes. Oui, attention, une confidence par rapport à ça. Vous savez qu'à Djibouti, il y a la base chinoise, il y a la base américaine et la base chinoise, américaine. En tout cas, il y a tous les grandes puissances. Donc l'installation des Chinois est récente et les Américains se posent de vraies questions. Ils disent que la base chinoise nous dérange tellement. Donc, vous voyez, donc, quand il y a des grandes puissances comme la Chine interviennent dans un pays comme la nôtre, les grandes puissances les dérangent. Donc je pense que les Chinois sont beaucoup moins, je dirais, colonialistes par rapport aux autres. Donc il faudra qu'on réfléchisse par rapport à ça. Donc, sincèrement, moi je viens du Sénégal au festival du Grenoble pour vous voir et pour voir comment les choses se passent. Et en tout cas, j'étais bien satisfait et je vous remercie encore une fois. Merci à vous.